Saviez-vous qu'il existe sur notre planète des créatures qui non seulement coexistent, mais dépendent les unes des autres de manière si intime et surprenante que leur existence même serait impossible sans la compagnie d'une espèce complètement différente? Dans les écosystèmes vastes et complexes de la Terre, la vie s'est manifestée dans une diversité étonnante et au sein de cette immensité, nous trouvons des liens biologiques qui défient notre compréhension individuelle des espèces. Ces relations, connues sous le nom de symbiose, vont bien au-delà d'une simple coexistence. Ce sont de véritables associations qui définissent la survie, l'évolution et la prospérité d'innombrables organismes. La symbiose n'est pas un concept homogène. Elle prend de multiples formes, du mutualisme où les deux parties tirent un bénéfice réciproque, au commensalisme où l'une bénéficie sans affecter l'autre, et même le parasitisme où une espèce vit aux dépens de l'autre. Cependant, ce qui nous rassemble aujourd'hui est d'approfondir les cas où cette interdépendance atteint des niveaux d'extrémisme fascinants, où la ligne entre l'individu et l'association s'estompe complètement. Nous explorerons 10 des exemples les plus étonnants de symbiose extrême dans la nature, démontrant comment la coopération, sous ses formes les plus invraisemblables, est une force motrice fondamentale de la vie. En 10e position, nous trouvons un exemple classique mais fondamental, les lichens. À première vue, un lichen semble être un organisme unique, une sorte de croûte ou de croissance foliacée qui orne les roches, les arbres ou même le sol dans des environnements hostiles. Cependant, sa véritable nature révèle l'une des symbioses les plus anciennes et les plus réussies de la planète. Un lichen est en réalité l'union inséparable d'un champignon et d'une algue, ou dans certains cas, d'une cyanobactérie. Le champignon, qui constitue la majeure partie de la structure du lichen, n'est pas capable de réaliser la photosynthèse par lui-même, c'est-à-dire qu'il ne peut pas produire sa propre nourriture à partir de la lumière. C'est là qu'intervient son partenaire. L'algue ou la cyanobactérie, être photosynthétique, capte l'énergie solaire et la transforme en sucre qu'elle partage généreusement avec le champignon. En retour, le champignon fournit une structure physique, un abri sûr contre la déshydratation et le rayonnement ultraviolet, en plus d'obtenir de l'eau et des minéraux de l'environnement, éléments vitaux pour l'algue. Cette dépendance est si profonde que la plupart des lichens ne peuvent pas survivre indépendamment. L'association leur permet de coloniser des environnements où ni le champignon ni l'algue ne pourraient prospérer seuls, comme les déserts arides, les sommets des montagnes ou les régions polaires. Plus de 20 000 espèces de lichens ont été identifiées, chacune est une preuve vivante de cette collaboration incroyable et obligatoire. En 9e position, nous nous plongeons dans le monde souterrain fascinant des mycorhizes, une symbiose cruciale pour la vie végétale sur Terre. Les mycorhizes sont des associations mutualistes entre les racines des plantes et certains types de champignons. Plus de 90% de toutes les plantes terrestres, des herbes minuscules aux arbres gigantesques de la forêt tropicale, forment un certain type de relation mycorhizienne. Le champignon s'étend à travers le sol avec un réseau de filaments microscopiques appelé hyphes, formant un vaste réseau exponentiellement plus efficace que les racines de la plante pour absorber l'eau et les nutriments, notamment le phosphore et l'azote qui sont souvent rares. Ces hyphes peuvent explorer un volume de sol des centaines, voire des milliers de fois plus grand que les racines sans l'aide fongique. En échange de cette précieuse aide à l'absorption des ressources, la plante fournit aux champignons des sucres et d'autres composés organiques produits pendant la photosynthèse. La plante ne se contente pas de nourrir le champignon, mais la présence du réseau fongique peut la protéger contre les agents pathogènes et améliorer sa résistance à la sécheresse ou au sol contaminé. La dépendance est bidirectionnelle. De nombreuses plantes ne peuvent ni croître ni prospérer sans leur partenaire fongique et de nombreux champignons mycorhiziens sont incapables de compléter leur cycle de vie sans s'associer à une plante. C'est un réseau invisible mais fondamental qui soutient des forêts entières et des cultures agricoles, un pilier silencieux de la productivité mondiale. La 8e place nous mène dans les profondeurs des océans, un spectacle de lumière dans l'obscurité, la symbiose entre la baudroie abyssale et ses bactéries bioluminescentes. Dans les zones abyssales, où la lumière du soleil ne pénètre jamais, la vie a évolué de manière extraordinaire. La baudroie, en particulier la femelle, possède un organe unique appelé ilicium ou canne à pêche qui dépasse de sa tête et se termine par une sorte de bulbe ou esca.
À l'intérieur de cet esca résident des millions de bactéries bioluminescentes qui émettent une lumière froide et brillante. Cette lumière remplit de multiples fonctions vitales pour la baudroie. Elle attire les proies dans l'obscurité totale, permettant aux prédateurs de les guetter immobiles. Elle peut aussi servir à attirer un partenaire pour la reproduction dans un environnement où les rencontres sont extrêmement rares. La relation est un mutualisme extrême. Les bactéries, en échange de la lumière qu'elles produisent, reçoivent un apport constant de nutriments et un environnement protégé à l'intérieur de l'esca du poisson. On pense que ces bactéries sont spécifiques à chaque espèce de baudroie et qu'elles ne peuvent survivre en dehors de leur hôte. C'est un cas dramatique d'adaptation et de dépendance où un prédateur a externalisé la production de son outil de chasse et d'accouplement à une armée de micro-organismes, faisant de la bioluminescence une clé indispensable pour sa survie dans un monde de pénombre perpétuelle. En 7e position, nous retournons à la surface marine pour observer l'une des associations les plus iconiques et reconnaissables, le poisson-clown et l'anémone de mer. Ces deux organismes sont inséparables dans les récifs coralliens. Les anémones sont connus pour leurs tentacules urticants équipés de cellules spécialisées appelées nématocystes qui injectent du venin, paralysant et capturant d'autres poissons. Cependant, le poisson-clown est immunisé contre ces piqûres. Sa peau est recouverte d'une couche spéciale de mucus qui imite la composition chimique de l'anémone, ce qui empêche les nématocystes de se déclencher. Cette immunité leur permet de vivre parmi les tentacules venimeux, obtenant un refuge sûr contre les grands prédateurs qui n'oseraient pas s'approcher de l'anémone. En échange de cette protection, le poisson-clown offre plusieurs avantages à son hôte. Il éloigne les poissons qui tentent de manger les tentacules de l'anémone, aide à la nettoyer des parasites et des débris et peut même contribuer à sa ventilation grâce à son mouvement constant. Certaines études suggèrent que le poisson-clown peut également apporter des nutriments à l'anémone sous forme de restes de nourriture. Il s'agit d'une relation obligatoire pour le poisson-clown qui ne pourrait pas survivre sans l'anémone dans son habitat naturel. Et bien que l'anémone puisse vivre sans le poisson-clown, l'association augmente significativement ses chances de survie et de prospérité dans un écosystème aussi compétitif que le récif. En 6e position, nous nous plongeons dans le monde fascinant des insectes sociaux où les termites et leurs symbiotes intestinaux nous révèlent une interdépendance vitale. Les termites sont connus pour leur capacité à se nourrir de cellulose, le composant principal du bois, une substance que la plupart des animaux trouvent indigeste. Mais le secret de leur régime alimentaire ne réside pas dans leur propre système digestif. Dans l'intestin postérieur de chaque termite vivent des colonies entières de micro-organismes, des protozoaires flagellés et des bactéries spécialisées. Ce sont ces minuscules symbiotes qui produisent les enzymes nécessaires, comme la cellulase, pour décomposer la cellulose en sucre simple que la termite peut absorber et utiliser comme énergie. Sans leurs hôtes microscopiques, une termite, aussi grande soit-elle, mourrait de faim même avec l'estomac plein de bois. Cette relation est si extrême que les jeunes termites doivent acquérir ces symbiotes des termites adultes à la naissance, souvent en ingérant leurs excréments ou les liquides buccaux. Certaines espèces de termites ont encore évolué, cultivant des jardins de champignons spécialisés à l'intérieur de leur nid qui, à leur tour, digèrent la cellulose, créant une symbiose à 3 voies. Cette interdépendance souligne comment la vie sur Terre dépend souvent de la capacité des espèces à s'allier, même au niveau microscopique, pour surmonter des barrières métaboliques qui seraient autrement insurmontables. En 5e position, nous abordons l'une des associations les plus fondamentales et vulnérables de la planète, les coraux et les zooxanthelles. Les récifs coralliens sont des écosystèmes marins d'une biodiversité incroyable, souvent comparés aux forêts tropicales sous-marines. La base de ces écosystèmes sont les coraux durs, de petits animaux invertébrés appelés polypes coralliens qui construisent d'énormes squelettes de carbonate de calcium. Mais les polypes coralliens seuls ne pourraient pas créer ces structures gigantesques à la vitesse à laquelle ils le font. Leur croissance explosive est rendue possible grâce à une symbiose cruciale avec des algues unicellulaires microscopiques appelées zooxanthelles qui résident à l'intérieur des tissus des polypes. Ces algues sont photosynthétiques. Elles utilisent la lumière du soleil pour produire de l'énergie. Et jusqu'à 90% des sucres et autres composés organiques qu'elles génèrent sont directement transférés au corail. En retour, le corail fournit aux zooxanthelles un environnement protégé, riche en dioxyde de carbone et en nutriments azotés et phosphatés, qui sont des sous-produits du métabolisme du corail. Cette symbiose est si étroite que les coraux reçoivent la majeure partie de leur énergie des algues.
La rupture de cette relation, souvent causée par l'augmentation de la température de l'eau ou le stress environnemental, est connue sous le nom de blanchissement des coraux. Lorsque les zooxanthelles sont expulsées, le corail perd sa principale source de nourriture et sa couleur, devenant blanc. Si le stress persiste, le corail meurt, ce qui a des conséquences dévastatrices pour des milliers d'espèces marines qui dépendent des récifs pour se nourrir et s'abriter, montrant la fragilité de cette symbiose extrême face aux changements environnementaux. En quatrième position, nous découvrons une histoire de survie dans les abysses océaniques les plus inhospitaliers, la relation entre les vers tubicoles géants et leurs bactéries chimiosynthétiques. Ces vers impressionnants, qui peuvent atteindre jusqu'à 2,5 mètres de long, habitent les cheminées hydrothermales des profondeurs marines, un environnement caractérisé par l'absence totale de lumière solaire, des températures extrêmes allant jusqu'à 350 degrés Celsius près des sources et des pressions écrasantes de centaines d'atmosphères. Contrairement à la plupart des animaux, les vers tubicoles géants n'ont ni bouche, ni estomac, ni intestin. Leur nutrition ne dépend pas de la digestion d'aliments. Au lieu de cela, ils possèdent un organe spécialisé appelé trophosome, qui abrite des milliards de bactéries chimiosynthétiques. Ces bactéries utilisent le sulfure d'hydrogène, un composé toxique qui émane des cheminées volcaniques, comme source d'énergie pour produire des composés organiques dans un processus similaire à la photosynthèse, mais sans lumière. Les vers fournissent aux bactéries le sulfure d'hydrogène et l'oxygène qu'ils captent de l'eau environnante via leur panache branchial rouge riche en hémoglobine. Une hémoglobine si efficace qu'elle peut lier l'oxygène et le sulfure d'hydrogène sans que ce dernier ne soit toxique pour le ver. En retour, les bactéries produisent les nutriments que le ver absorbe directement. Cette dépendance est absolue. Les vers ne pourraient pas survivre sans ces bactéries et les bactéries, qui sont des endosymbiontes, ne se trouvent pas librement dans l'environnement. C'est un témoignage étonnant de la façon dont la vie peut prospérer dans les conditions les plus extrêmes en exploitant des sources d'énergie complètement étrangères à l'énergie solaire grâce à une association symbiotique inébranlable. La troisième position nous mène au réseau complexe de relations sur le continent africain, où l'oiseau indicateur de miel et les blaireaux de miel, ou même les êtres humains, forment une alliance surprenante pour obtenir une ressource sucrée. L'oiseau indicateur de miel, de la famille des Indicatoridés, est célèbre pour son comportement unique de guider les animaux vers les nids d'abeilles sauvages. Ces oiseaux ne peuvent pas briser les nids par eux-mêmes, mais ils ont un régime alimentaire spécialisé en cire d'abeille, qu'ils peuvent digérer grâce à des bactéries intestinales spécialisées. L'oiseau vole devant le blaireau ou l'humain, émettant des appels distinctifs et volant selon des trajectoires spécifiques pour indiquer la direction et la proximité du nid. Une fois le nid ouvert et le miel et les larves d'abeilles extraits, l'oiseau se nourrit des restes de cire et de larves exposées. Pour le blaireau de miel, un animal notoirement intelligent et robuste, l'oiseau lui épargne le temps et l'énergie de chercher des nids par lui-même, augmentant son efficacité de recherche de nourriture. Pour les humains, en particulier pour certaines communautés traditionnelles en Afrique, cette symbiose est une pratique culturelle de longue date. Ils ont développé une compréhension profonde des appels et des mouvements de l'oiseau et y répondent pour localiser les nids. Sans le blaireau ou l'humain pour briser le nid, l'oiseau ne pourrait pas accéder à sa nourriture préférée. Et sans l'oiseau, la tâche de trouver les nids serait beaucoup plus ardue pour le blaireau ou les humains. C'est un mutualisme de coopération interspécifique où la communication et le bénéfice mutual définissent l'une des interactions les plus singulières de la nature. En une impressionnante deuxième position, nous trouvons l'interaction complexe entre les fourmis d'acacia et l'arbre d'acacia. Cette relation est un exemple de mutualisme hautement spécialisé et agressif, où l'arbre a évolué pour nourrir et loger ses défenseurs. L'arbre d'acacia, en particulier certaines espèces comme le Vachelia drepanolobium dans les savanes africaines, a développé des adaptations spécifiques pour attirer et retenir des colonies de fourmis de l'espèce Crématogaster mimosa ou Crématogaster nigriceps. L'arbre fournit aux fourmis un abri dans ses épines creuses et agrandies, qui servent de nids idéaux. De plus, il produit du nectar extrafloral sur ses feuilles, une source de sucre pour les fourmis, et des cordes belt, de petites structures nutritives riches en lipides et en protéines qui poussent à l'extrémité de ses folioles. En échange de cette généreuse provision de nourriture et de logement, les fourmis d'acacia agissent comme des gardiennes extrêmement féroces et vigilantes de l'arbre. Lorsqu'un herbivore, de l'éléphant à la girafe, tente de grignoter les feuilles ou les branches, ou même lorsque d'autres plantes compétitrices ou grimpeuses
préoccupante s'approche trop près, des milliers de fourmis émergent agressivement des épines creuses, elles mordent, piquent et pulvérisent de l'acide formique, dissuadant efficacement presque toutes les menaces. Sans ces fourmis, les jeunes acacias seraient rapidement consommés par les herbivores et leur survie serait peu probable. À leur tour, les fourmis sont tellement dépendantes de l'arbre qu'elles se nourrissent presque exclusivement de ses sécrétions et nichent dans ses épines. Elles ne peuvent pas sans lui. C'est un système de sécurité biologique sophistiqué où l'arbre investit des ressources significatives dans une défense personnalisée et les fourmis consacrent leur vie à protéger leur inestimable source de subsistance. Une symbiose qui a façonné le paysage de la savane. Et en arrivant à la première place de notre compte à rebours des symbioses extrêmes, l'apogée de l'interdépendance biologique, se trouve une association si fondamentale que nous oublions souvent son existence. La symbiose entre les eucaryotes et les mitochondries, et dans le cas des plantes, aussi les chloroplastes. Ce n'est pas une relation entre deux organismes distincts au sens macroscopique, mais une intégration si profonde qu'elle définit la base même de la vie complexe. Il y a des milliards d'années, une cellule prokaryote ancestrale, probablement une archée, a ingéré une autre bactérie, une alpha-protéobactérie. Au lieu de la digérer, la bactérie ingérée a survécu et a commencé à vivre à l'intérieur de son hôte, se transformant avec le temps en ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de mitochondrie. La mitochondrie est la centrale énergétique de presque toutes les cellules eucaryotes, y compris celles des animaux, des plantes, des champignons et des protistes. Elle produit la majeure partie de l'énergie cellulaire par un processus appelé respiration cellulaire. Sans les mitochondries, les cellules eucaryotes n'auraient pas assez d'énergie pour accomplir leurs fonctions vitales, et la vie telle que nous la connaissons, avec sa complexité et sa diversité, n'existerait tout simplement pas. Dans une étape évolutive ultérieure, une de ces cellules eucaryotes ancestrales avec des mitochondries a en outre ingéré une cyanobactérie photosynthétique. Cette cyanobactérie est devenue le chloroplaste, l'organite responsable de la photosynthèse dans les cellules végétales et celles des algues. Les chloroplastes, tout comme les mitochondries, ont leur propre matériel génétique, des ribosomes et une double membrane, vestige de leur origine en tant que bactéries indépendantes. Par la photosynthèse, les chloroplastes convertissent l'énergie solaire en sucre, l'aliment essentiel pour les plantes et, en fin de compte, la source d'énergie pour presque toute la vie sur Terre. La dépendance est totale et absolue pour les deux. Les mitochondries et les chloroplastes ne peuvent pas vivre en dehors de la cellule hôte, ayant perdu la plupart des gènes nécessaires à une existence indépendante, et la cellule hôte ne peut pas générer l'énergie ou les nutriments nécessaires à sa survie et sa réplication sans ces organites. C'est une symbiose si extrême qu'elle a transcendé le concept de deux organismes distincts pour devenir la définition même d'un type de cellule. L'endosymbiose, le processus par lequel une cellule vit à l'intérieur d'une autre de manière symbiotique, est l'histoire d'origine de la complexité biologique, un témoignage retentissant que la coopération et l'intégration sont les forces les plus puissantes de l'évolution, forgeant la tapisserie de la vie sur notre planète. Nous avons parcouru un chemin étonnant à travers 10 exemples de symbiose extrême, depuis les unions microscopiques qui donnent vie à des écosystèmes entiers, jusqu'aux alliances de défense et de nutrition qui définissent la survie d'espèces uniques. Chaque cas est une preuve irréfutable que la vie sur Terre est une danse complexe d'interdépendance, où la coopération dépasse souvent la compétition en tant que moteur évolutif. Ces histoires nous révèlent la profonde intelligence de la nature, sa capacité à tisser des réseaux de soutien où 2 ou même 3 espèces ou plus s'entrelacent de telle manière que leur destin ne fait plus qu'un. La symbiose extrême n'est pas une rareté, mais un principe fondamental qui soutient la biodiversité et la résilience de notre monde naturel. La compréhension de ces relations nous enseigne l'humilité et nous invite à réfléchir sur notre propre connexion avec l'équilibre complexe de la vie. Nous t'invitons, explorateur, à continuer de t'émerveiller avec nous. Si cette immersion dans la symbiose extrême t'a paru aussi fascinante qu'à nous, offre-nous un like. Abonne-toi à la chaîne Explorando pour ne pas manquer nos prochaines aventures. Laisse-nous un commentaire en nous disant quelle est la symbiose qui t'a semblé la plus incroyable et partage cette vidéo afin que davantage de personnes puissent s'émerveiller devant la magie de la coopération dans la nature.